Shalom Ouvracha, Shalom les Koulam, Boker Tov, Boker Tov. Alors, Masechet Avot. Masechet Avot, on est toujours dans le chapitre 1, Mishnah 16. Et là, là tout de suite, ça y est, on sort ce qu'on appelle les Zugot. Le dernier des Zugot, c'était Hillel Veshamay. Et donc maintenant, ça y est, on n'est plus à la période des Zugot. Le cours de lundi soir. Ah oui, tu as raison. Le cours de lundi soir, est-ce qu'il est enregistré ou pas? Parce que j'avais pas mon ordinateur. Je vais vérifier s'il y a un enregistrement. Je crois que oui, mais c'est pas sûr. Alors, je vais vérifier. En tout cas, on n'est donc plus dans la période des Zugot. On est après les Zugot. C'est-à-dire qu'on est après Hillel Veshamay. En l'occurrence, ici, il s'agit de Rabban Gamliel. Alors, le misé Rabban Gamliel, c'est qui, en l'occurrence? Eh bien, Rabban Gamliel, c'est le petit-fils de Hillel. Il y a Hillel Azaken, il y a Hillel qui a un fils qui s'appelle Shimon ben Hillel, mais Shimon ben Hillel n'a pratiquement pas pu, il n'a pas été Nessi. Il n'a pas été Nassi à Sanhedrin. Lamalo. Et bien tout simplement parce que Hillel est Rich Yamim Meod. Il a vécu 120 ans. Et donc, résultat des courses, Shimon n'a pas vraiment eu le temps d'être lui-même Nassi. C'est-à-dire que dès qu'Hillel est parti, c'est Rabban Gamliel tout de suite qui a pris la relève. Il avait déjà 70 ans. Donc, c'est lui qui a pris la relève. En d'autres termes, eh bien, nous avons ici un enseignement du petit-fils de Hillel. La She'ela, elle va se poser sur la prochaine Mishnah. On ne va pas la faire maintenant, mais la prochaine Mishnah, on nous dit Shimon Beno Omer. Et donc là, il y a une marloquette entre les différents commentateurs. Est-ce qu'il s'agit de Shimon Beno Shel Rabban Gamliel ou Shimon Beno Shel Hillel, Abba Shel Rabban Gamliel? Enfin bon, c'est pas très important ici. Rabban Gamliel arrive avec un enseignement fondamental, particulièrement dans la période qui est la sienne. Quelle est la période particulière de Rabban Gamliel? Eh bien, cette période est la période de la machloket, et la période de la scission au sein de la Torah. Jusqu'à Hillel Veshamay, Zesababa. Pourquoi ça veut dire quoi Zesababa? Eh bien, finalement, la Torah se transmet sans trop de bugs, sans trop de machlokot. Il y a eu une machloket entre Yosef ben Yoézer et Yosef ben Yochanan. Je parle d'une machloket qui n'a pas été tranchée. Après, ont été rajoutés 3 voire 4 machlokot entre Hillel et Shammai. Sauf qu'après arrive Bet Hillel ou Bet Shammai. La période de Rabban Gamliel, c'est la période du ribouille des élèves de Bet Hillel et Bet Shammai. Ces deux maisons qui vont tout simplement se disputer. Et là, c'est des milliards, enfin non, j'exagère, des centaines de machlokot, mais qui commencent à se faire ressentir au niveau du peuple juif. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas tout simplement trancher comme on faisait avant? Tout simplement parce que la période ne nous le permet plus. Puisque maintenant, c'est la période des Romains, et les Romains ne vont plus nous laisser s'asseoir, Sanhedrin, tout ça. Et donc, on va commencer à avoir des problèmes de s'asseoir et de pouvoir discuter de la halakha comme il faut et de trancher. Entre Hillel et Shammai, ça allait. Entre Bet Hillel et Bet Shammai, rien ne va plus. Donc, à ce moment-là, arrive l'enseignement de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel Omer, Aseh lecha Rav. Aseh lecha Rav. Mais attends voir, Rabban Gamliel, 2 secondes, je feuillette mon bouquin et je vois que il y avait quelqu'un qui m'avait déjà dit ça. Ken, vous vous rappelez pas? Iné. Hop là. Yoshua ben Perachia Omer, dans la Mishnah 6, Aseh lecha Rav. Donc, Toda Rabba, Rabban Gamliel, mais je sais déjà qu'il me faut un Rav. Ma chidouche chez le Rabban Gamliel par rapport à Yoshua ben Perachia. Eh bien, c'est tout simplement que là, on ne te parle pas de la même raison. Dans la Mishnah 6 de Rabbi Yoshua ben Perachia, et le but d'avoir un Rav, c'est qu'il t'apprenne la Torah.
Si tu n'as pas de Rav, tu sais pas, tu connais rien de la Torah. Ici, le but de Rabban Gamliel, c'est que tu dois avoir un Rav, pas pour apprendre la Torah, mais pour apprendre l'ifsok, pour apprendre à trancher. C'est pas la même chose. Aselech Rav, pour apprendre la Torah, ça peut être n'importe quel Rav. C'est lo kokach méchané, puisque tu es en train simplement d'intégrer les grandes idées de la Torah. Donc c'est pas très important parce que dans les grandes idées de la Torah, tous les rabbanim se valent. Mais quand il s'agit de trancher la halakha, assez lecha Rav. Parce que la halakha, on l'apprend du Rav. Eh oui, chidush gadol meod, la halakha, on l'apprend des rabbins. Vous allez me dire quel chidush? Ben, le chidush, il est qu'aujourd'hui, les gens sont un peu partis en cacahuète à ce niveau-là et on apprend la halakha des sfarim. On lit un livre de halakha et boum, on a appris la halakha. C'est un vrai problème en bataille. Le sefer, le livre, n'est qu'une référence au cas où j'ai pas le rabbin sous la main. Mais la halakha, on l'apprend pas du livre. Parce que le livre, d'abord, ne traite pas tous les cas. Et deuxièmement, il parle uniquement de manière générale. Le rabbin vivant, qui te connaît, qui connaît ta situation, qui connaît ta famille, qui connaît l'ambiance dans laquelle tu poses la question, va pouvoir répondre en fonction. Parce que la Torah, c'est une Torah de vie. Donc, il faut bien que le message prôné par la Torah, par le rabbin, soit un message qui soit en adéquation avec cette vie. Est-ce qu'on a le droit de couper le bras de quelqu'un? Talouille. Ça dépend du cas. Si le quelqu'un, il m'a juste fait un salut un peu trop long et ça m'a saoulé, non, j'ai pas le droit de lui couper le bras. Si jamais je suis médecin et que la gangrène s'est installée et qu'il faut lui couper le bras pour lui sauver la vie, mitzvah. Ça veut dire que toute question de halakha, là je prends un cas extrême évidemment, mais toute question de halakha doit être demandée au Rav qui te connaît et qui donc va pouvoir déterminer la halakha en fonction de toi, du moment, de l'endroit de la halakha, quoi. Donc, à Selech Rav de Rabban Gamliel, il faut que tu choisisses un Rav et c'est lui qui tranchera pour toi la halakha. Ça ne veut pas dire que le Rav a raison. Ça veut dire que c'est lui qui tranche la halakha et que tu l'acceptes. C'est toi qui as choisi que c'est lui ton Rav. Tu pouvais aller voir un autre rabbin. Je donne un exemple. Il y a eu, dans les années, je sais pas, fin de 70, début 80, il y a un élève de la yeshiva de Ponyovitch qui est arrivé à l'Yeshiva de Merkaz Harav et qui a voulu aller apprendre chez le Rav Tzvi Yehuda Kook. Et le Rav Tzvi Yehuda le reçoit, il écoute, voilà, il a demandé un rendez-vous, ok, très bien, et il dit, voilà, j'ai envie de changer de yeshiva et j'ai envie de venir étudier chez vous. Et le Rav Tzvi Yehuda lui dit, mais dis-moi, la yeshiva où tu étudies là maintenant, là où tu étais jusqu'à maintenant, elle a un Rosh Yeshiva? Il dit, ben évidemment. Il dit, dis-moi, et le Rosh Yeshiva, il sait que tu es dans mon bureau et que tu veux étudier chez moi? Il dit, non, je ne lui ai pas demandé. Alors Tsuoda lui a dit, eh ben alors, il n'y a pas de problème, tu ne pourras venir à la Yeshiva de Merkaz Harav que lorsque tu auras été demandé la permission à ton Rosh Yeshiva et qu'il t'aura donné la permission. Jusqu'à présent, ton Rav, c'est lui. T'en as fait ton Rav, tu as étudié depuis quelques années là-bas. Donc c'est ton Rav. Tu veux venir chez moi, demande-lui la permission. Et cet élève a dit que c'est peut-être un des plus grands chiours de Kavod de Talmidei Chachamim qu'il ait jamais reçu. Assez lecha Rav. Maintenant, personne t'oblige à prendre tel ou tel Rav. Tu fais ce que tu veux. Mais une fois que tu as fait ce Rav-là, c'est à lui que tu vas demander la halakha. Et c'est pas si jamais il t'a répondu une tchouva qui te plaît pas, tu vas aller voir un autre rabbin. Non. Personne t'a obligé de choisir lequel rabbin est ton rabbin, mais à partir du moment où tu as un rabbin, terminus. Terminus, tout le monde descend. Ok? Donc, assez lecha Rav. Et donc, ve'istalek minasafek. Part du safek, du doute. Alors, évidemment, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est pas shoot.
Tu avais un doute sur ce qu'il faut faire dans la halakha, puisque tu as un rav, tu vas demander la halakha, pas shoot. Et là, ça pose la question, mais quoi, est-ce qu'il faut tout demander au rabbin? Bevadaï, il faut tout demander au rabbin. Et le rabbin, il doit être suffisamment fort pour pouvoir t'apprendre à plus demander. C'est-à-dire, tu dois demander quand tu as un safek. Quand tu n'as pas de safek parce que tu as étudié et que ton rav t'a déjà expliqué, ben, tu n'as plus de safek, tu n'as pas besoin de demander, c'est un pour le kiff. Mais quand tu as un safek, tu dois demander. Est-ce que ça veut dire que si j'ai un safek sur quelle voiture acheter, je dois aller demander au rabbin? La réponse est évidemment que oui. Oui, je dois aller demander au rabbin quelle voiture acheter. Et le rabbin, il doit me répondre, c'est pas une question qu'on demande au rabbin. Débrouille-toi. C'est-à-dire qu'il faut avoir le contact permanent avec son rav. Parce que la Torah, ce n'est pas que la halakha. Parce que peut-être que son rav, il peut lui donner un conseil, mais en aucun cas, ce sera la halakha si ce n'est pas une question de halakha. Donc, il doit aller voir son rav pour avoir toujours ce contact avec la Torah. Et le rav doit être capable de lui dire, ça, c'est pas moi qui décide, c'est tu te débrouilles. Ça a l'air? Donc, à Sel Harav, ve'istalek minasafek. Maintenant, il faut aller plus loin. Alors, vous connaissez évidemment cet enseignement qui nous dit que Safek, c'est Gematria Amalek. Alors, vous savez bien aussi que les Gematriot, c'est pas comme ça tombe pas du ciel. D'où ça vient que Safek, c'est Gematria Amalek? Et bien, quand on regarde dans la Torah, c'est quand la première fois que Amalek va apparaître pour nous attaquer, lorsqu'on va émettre un Safek, un doute, si Akadosh Baruch Hu est avec nous. Aïm yesh Hashem bekirbenu im aïn, va y avoir Amalek. Objection, votre honneur. Je suis désolé, aujourd'hui, on va même demander à un rabbin, dois-je passer ou pas une session de rattrapage ou autre, c'est se déresponsabiliser. C'est ce que je viens de dire. Tu ne dois pas lui demander parce que ce qu'il va te dire, c'est halakha ou pas halakha. Tu dois lui demander simplement pour être en contact avec lui tout le temps, pour que tu ressentes que toute ta vie, elle est en contact avec la Torah. Et le rabbin, il doit te dire, Zelo Kashur la halakha, débrouille-toi. C'est-à-dire qu'il faut que tu choisisses un bon rabbin aussi, forcément. Pas shoot. C'est-à-dire que, évidemment, que les sujets qui ne sont pas du domaine de la halakha, ce n'est pas le rabbin qui me dit quoi faire. Mais je veux les rendre en relation avec le rabbin, c'est-à-dire avec celui qui m'enseigne la Torah. Ok? Bekitsour, donc, Vistalek minasafek amalek zasafek. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es en doute sur ta relation à Dieu, alors tout peut rentrer là-bas. Tsarich listalek minasafek. On a dit, au niveau de la halakha, c'est pas shoot. Au niveau de la halakha, tu as été demandé, le rabbin t'a tranché, terminé, il n'y a plus de safek. Mais au niveau de la vie, il y a une marloquette entre Toratenu Akdosha et les philosophes. Dans la philosophie, et l'un des porte-drapeaux de cela, c'est René Descartes, avec son fameux doute méthodique, où Descartes vient et nous explique que c'est parce qu'il a douté de tout qu'il est arrivé à ses certitudes. En fait, il avait 3 doutes. Il a remis en doute son existence, l'existence de Dieu et l'existence du monde. C'est parce qu'il a remis en doute ces 3 choses qu'il a pu développer une vadaout, une certitude sur ces 3 choses. Et il explique comme ça. Mais le problème, c'est que si ton point de départ, c'est un safek, eh bien, une fois que tu auras vérifié le premier safek, le premier doute, eh bien, ça amènera un autre doute. Puisque si le point de départ, c'est de tout remettre en cause, ben, tu t'arrêteras jamais. Et tu seras toujours en safek. Alors que nous, dans le judaïsme, c'est l'inverse. On part d'une certitude, Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Ensuite, on passe par le safek, et ensuite, on est mistalek mina safek. Mistalek mina safek. C'est-à-dire que le safek, il est toujours là. Avalez pas pour moi. Ok? C'est-à-dire que moi, je comprends que je ne suis plus dans cette optique de safek. Et c'est pour ça que Rabbi Gamliel Sira termine en disant Ve'al tarbe le'aser omadot. Mazé al tarbe le'aser omadot. Assour le'aser omadot. Mazé al tarbe. Mazé le'aser omadot. On est obligé d'amener du maaser sur nos récoltes.
Maintenant, les aser omadot, ça veut dire prélever au jugé, comme ça. Genre, ouais, ça a l'air d'être un dixième. Yallah, on prend. C'est assour. Ah, Mishnah, elle ne vient pas nous dire que c'est moutard, mais pas trop. Elle dit c'est assour. Ah, bah, il y a des choses pour lesquelles c'est moutard, la aser omadot, à savoir, pour Troumat Maaser. Donc, c'est uniquement pour ce cas-là qu'on te dit Altarbe la aser omadot. C'est moutard, parce qu'il n'y a pas de chiour, mais Altarbe. Chez Laïlama, c'est quoi le problème? Parce que les aser omadot, c'est-à-dire de dire ouais, ça a l'air d'être bien ça, ouais, ça a l'air d'être ouais, c'est bien. Si tu t'habitues à faire ça, hein, en fait, tu t'habitues à avoir une réflexion qui est approximative. Tu ne peux pas t'habituer à avoir une réflexion approximative. Lo yachol liot. La réflexion, c'est quelque chose de vrai, de profond. Tu ne peux pas aller vite. En malasot. L'approximation, c'est le meilleur ami du mal fait. En malasot. Quand tu t'occupes de quelque chose de sérieux, tu ne fais pas les choses à moitié. Ou alors, tu ne fais pas les choses ke'ilou. Quand il s'agit de s'occuper des événements les plus importants de la vie, à savoir notre connexion avec Akadosh Baruch Hu, tu ne peux pas avoir une réflexion approximative. Maaser, c'est ce qui me permet de dévoiler le Kodesh dans chaque chose. Alors, j'ai un champ de pommiers. Mes pommes, elles ne sont pas Kadosh, elles sont roulines. Mais quand je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Kadosh, c'est Maaser. C'est que je suis en train de dire, de dévoiler la Kdusha qu'il y avait dans ces roulines-là. C'est que la notion de Maaser, c'est une notion absolument fantastique. Tu ne peux pas les haser de manière approximative. Ta relation à Dieu ne peut pas être approximative. Donc, Al-Tarbe, même là où c'est moutard, Al-Tarbe la haser omadot, pour pas que tu commences à t'habituer à avoir des réflexions qui sont, ouais. Vous savez, il y a une grande différence entre un Dvar Torah et une étude de Torah. Et c'est pour ça qu'il y a une très grande différence entre la synagogue et la yeshiva. À la synagogue, on vient entendre un Dvar Torah. On vient entendre un petit mot du rabbin dans la synagogue, ça fait plaisir. Comme ça, on aura quelque chose à raconter pendant la table de Shabbat. Mais le Dvar Torah ne peut pas être d'une profondeur importante. Parce que, un, tu n'as pas le temps de l'expliquer. Deux, lui, il va devoir le réexpliquer. Si tu as dit un truc qui est complètement comme ça, il n'arrivera pas à le réexpliquer. Ou alors, il va s'en mêler les pinceaux, il n'arrivera pas, et les gens, ils ne vont pas comprendre. Un Dvar Torah, c'est tu dis un petit truc, une idée comme ça, vite fait. Tu ne peux pas descendre dans des résolutions de compréhension profonde. Enfin, une étude de Torah, tu trifouilles, tu dis non, je ne suis pas d'accord, et peut-être oui, machin, et à la fin, à date, meyushevet. Et c'est ça qui se passe à la yeshiva. À la yeshiva, tu te poses pour comprendre en profondeur. En d'autres termes, la Mishnah nous dit Al tarbe, que ta Torah, elle soit que des divrei Torah de Beth Knesset. Il faut que ta Torah, elle provienne aussi d'une étude profonde. Parce que le rapport avec Dieu, tu ne peux pas faire en sorte qu'il soit approximatif. Il doit être profond, il doit être émette. Et pour ça, des fois, il faut prendre le temps. Et voilà. Donc, nous venons de terminer la Mishnah numéro 16. À bientôt, les amis.